père m'a toujours dit, quand tu es dans une institution, quand les règles ne te conviennent pas, tu ne te plains pas. Tu pars et tu vas créer tes propres règles. Quand on regarde même les inventions, toutes ces inventions qui ont été faites dans le monde, qu'on cache, oui. et qu'on pense que ce sont les Occidentaux qui ont réalisé ça, ce sont les Noirs. Et donc, pourquoi on veut cacher ça aux Noirs? Parce qu'on ne veut pas justement qu'ils réalisent leur force. Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Real Talk Real Shit. Aujourd'hui, je reçois mon premier A-list invité du podcast, Stanislas Zézé, a.k.a. Stan Zézé, a.k.a. l'homme aux chaussettes rouges, qui est donc père de famille, époux, PDG, j'allais dire directeur général, mais actually PDG de Bloomfield Investment Corporation et homme d'affaires, parce que tu ne fais pas que ça. Donc c'est parti les amis. Aujourd'hui, on va te découvrir toi, Stan. Pour commencer, je veux savoir comment tu vas, comment tu te sens. Écoute, je vais très bien. Il fait un peu froid dehors, mais ça va. C'est vrai qu'il fait froid. On est des Africains, donc bon. C'est surtout que moi, ça fait longtemps que je suis rentré. Donc, mon corps s'est acclimaté au climat tropical. Donc, quand je reviens ici en hiver, c'est beaucoup plus complexe, quoi. Puis en plus, quand j'étais étudiant en France et ensuite aux États-Unis et travailleur, et cadre aux États-Unis, j'étais encore jeune. Oui. Donc, le corps était plus solide. Il absorbait mieux le froid. Tu dis ça comme si tu étais hyper vieux. tu es dans la fleur de l'âge, comme on dirait. Alors déjà, avant de commencer, je voudrais te remercier. Je t'ai remercié off camera. Je pense que c'est essentiel de le faire on camera. Je pense que tu portes une attention particulière à la diaspora et tu fais preuve de générosité à notre égard parce que la première fois que je t'ai rencontré au salon de Philippe Simo, Investir au pays, shout out to you for making connections. Et tu as tout de suite, je suis venue vers toi, tu étais très simple, je t'ai posé une question, tu m'as répondu, tu étais très franc avec moi, tu étais vraiment une belle découverte pour moi. Et je t'ai invité à mon podcast et t'as pas hésité. Donc, merci de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Et merci encore une fois de démontrer, parce que tu le dis, on le dit dans le livre, on va en parler, à quel point tu es généreux avec la diaspora africaine. Avec plaisir, merci. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à toi, Stan, parce que on va parler un petit peu de Bloomfield, mais on va s'intéresser à toi parce que comme un de tes anciens collaborateurs le dit dans le livre, L'homme aux chaussettes rouges, il faut savoir distinguer, je paraphrase un peu, il faut savoir distinguer Stan, donc qui est le personnage Stan qui est dans la sphère professionnelle, et le personnage Stan, la dimension humaine. Okay. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la dimension humaine. Stan, tu es donc né dans une famille de 10 enfants. Ouais. Ton père était militaire. Ta mère, elle était employée dans une société d'assistance technique, il me semble. Ouais. Une société d'État. Et donc, ton père décède à l'âge de 56 ans. Tu as 18 ans. Quand j'ai lu le début de ton livre, j'ai aussi perdu mon père à l'âge de 21 ans d'un cancer également. Je finissais mes études. Je voudrais savoir comment tu as géré ce décès-là. Alors, j'avoue que j'étais très attaché à mon père, mais je pensais que j'allais pas pouvoir gérer ça. Et je me dis, tu as 18 ans, tu es étudiant en France, et qu'est-ce que tu fais sans père ? Et donc, j'avoue que je me suis rendu compte à ce moment précis de l'importance de l'éducation que j'ai reçue. Parce que toutes les valeurs que mon père m'a inculquées pendant que je grandissais se sont avérées nécessaires pour cette transition. Parce que je me rends compte que je suis courageux, je me rends compte que je suis résilient, que j'ai de l'abnégation et que je ne me plains pas et que j'absorbe les chocs et que je ne me décourage pas et que je me dis je peux y arriver. Et je crois que tout ça, ce sont des valeurs qui m'inculquaient. Je commençais à me rappeler, me remémorer ces choses qui me disaient dans des circonstances où ils me disaient faut être courageux, faut être résilient, on ne sait jamais dans la vie. Tu ne sais pas quand je partirai.
Il faut que tu sois capable d'être un homme, faire face à la vie. Enfin, toutes ces choses revenaient et je me suis rendu compte que finalement, j'avais tous les outils pour pouvoir faire cette transition. Donc, cette transition s'est faite assez smooth. J'étais avec mon grand frère, qui lui m'a rappelé que entre frères, c'était pas d'obligation, il n'y avait pas d'obligation légale, mais une obligation morale. Absolument. Parce qu'à ce moment-là, mon grand frère pensait que j'étais quelqu'un de pas très conscient. Parce qu'évidemment, il me voyait un bon vivant. Voilà, avec des amis. Mais ce qu'il oubliait, ce qu'il savait pas, c'est que tous les samedis matins, tous les dimanches matins, je passais toute la journée à la librairie, à la bibliothèque. Mais comme je m'habillais bien, j'aimais bien me saper. Comme je me sapais pour sortir de la maison, pour lui, j'allais me balader. Sauf que je n'allais pas me balader. J'allais à la bibliothèque d'abord. Et quand je sortais de la bibliothèque à 18h, oui, j'allais chez mes amis. Oui. Voilà, donc ça a été une période difficile pour moi, mais une période pleine d'enseignements. Et je me suis rendu compte de la force de caractère dont j'ai hérité. Et je me suis rendu compte de l'importance de l'éducation dure et stricte que mon père m'a inculquée. Oui. Ouais. Bah écoute, moi je partage totalement ça avec toi, parce que derrière ma question de comment tu t'es senti au quotidien, c'est vrai que quand tu perds un père ou une mère quand tu es jeune, c'est complètement déstabilisant. En plus, dans nos sociétés africaines, le père est vraiment le pilier de la famille. Et c'est vrai que moi, quand j'ai perdu mon père et que j'étais en pleine étude, j'ai toujours eu cette voix-là. D'ailleurs, avant de mourir, il me l'a dit, tu vas finir tes études, tu vas avoir une belle carrière et tu vas faire ce pourquoi je t'ai entraînée depuis que t'es petite, c'est-à-dire être une femme indépendante. Et c'est vrai que j'ai tenu à ça jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai un regret, moi, et je pense que je partage aussi, je dirais pas si t'as le même regret parce que t'es beaucoup plus âgé que moi et t'as un peu plus de recul, mais moi, je vis avec un regret aujourd'hui, c'est que mon père ne puisse pas voir ma réussite, que je ne puisse pas, donc mon père était avocat, que je ne puisse pas aujourd'hui le prendre, l'amener dans un restaurant, il aimait beaucoup nous amener au restaurant. Et pourquoi je dis que je partage ça avec toi, c'est parce que au début de ton livre, donc tu remercies, tu commences déjà par nous remercier, nous, la jeunesse africaine, merci Stan. Et après, tu parles de ton père et j'ai senti comme une pointe, je ne sais pas si c'est de tristesse ou de mélancolie, où tu expliques, je paraphrase encore une fois, que tu trouves dommage qu'il ne soit pas là pour qu'il voit le chemin que tu as parcouru, pour qu'il voit ta réussite et ta famille. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est un regret pour toi ou c'est véritablement une tristesse? Non, pas vraiment. En fait, c'est vrai que j'aurais souhaité qu'il soit là physiquement pour voir, mais je me dis qu'il voit. Donc, je m'amuse des fois à avoir une conversation avec lui. Intéressant. Ouais, il lui dit, bah, tu vois ce que je suis devenu, tu vois ce que j'ai accompli, tu vois le contrat que je viens de signer, tu vois. Et je suis sûr que si tu étais là, je sais comment tu aurais réagi, je sais que tu aurais juste souri. T'aurais pas, parce que mon père te félicite jamais. Il sourit. Il sourit pas souvent, donc quand il sourit, ça veut dire qu'il te félicite, qu'il apprécie ce que tu fais. Et quand je vais moi, j'aime pas le fromage. Mon père adorait le roquefort. Et donc, oui. Ouais, donc quand je vais, quand je suis avec lui, je dis, tu vois, on se serait assis là, toi en train de manger ton roquefort, moi en train de fumer mon cigare, et on serait en train de discuter. Et donc, je veux pas que ce soit un regret. En réalité, donc pour moi, je veux partager ça avec lui parce que je sais que de là où il est, il me voit certainement et il doit être certainement fier et content de voir ce qu'il réalise. Je lui parle de mes filles, donc de ses petites filles, et donc je lui dis, tu vois, Iman est à l'université maintenant, elle serait contente que tu sois là pour l'accompagner à l'université. Donc, je reste dans une dynamique où mon père est peut-être pas là physiquement, mais il est quelque part, et donc je veux pas rentrer dans une logique où c'est fini, il a plus aucun regard, il voit rien de ce qu'on fait. Non, je reste toujours dans une dynamique où il voit. Je parle avec lui, je suis sûr qu'il m'entend, il me répond pas, mais il m'entend, mais je le vois en train de sourire. Même là, je le vois en train de sourire, en train de dire mais pour qui tu te prends un grand?
C'est super ça. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tu as grandi dans une fratrie de 10. Comment tu expliques, donc tu portes le dossard 5 comme tu le dis dans le livre, comment tu expliques que tu es autant proche de ton père, cette proximité? Alors, mon père est quelqu'un d'extraordinaire qui s'est arrangé pour être le dénominateur commun. Parce que on n'est pas tous de la même mère. D'accord. On a des différentes mères. Mais l'une après l'autre, évidemment. Elles n'étaient pas toutes là, c'était après une, il avait une autre. Mais ce que mon père a réussi à faire, c'est que chez nous à la maison, il n'y a pas la notion de demi-frère. Ce n'est jamais sorti de la bouche de quelqu'un demi-frère. Même quand les mamans tentaient de dire « Ah ouais, mais lui, pourquoi tu j'ai pas plus ton frère si ?» Mais quel frère si, ils sont tous mes frères. Et il a réussi à nous fédérer autour de lui. Donc, tout le monde était proche. Tous les enfants étaient proches de mon père. Mon père était vraiment un père poule, strict, mais père poule tout de même. Et donc, tout le monde était proche de lui. J'étais pas... on a un frère, en fait, Olivier, on pensait qu'il était le chouchou de notre père, mais c'était surtout parce qu'il était, il était plutôt quelqu'un qui partait sur le mauvais chemin. Donc, je pense qu'il causait plus de peine à notre père qu'autre chose. Donc, d'accord. C'est quand on a grandi qu'on a compris que c'est pas parce qu'il était le chouchou, c'est parce qu'il était un peu la brebis égarée et que mon père faisait tout pour le ramener sur le bon chemin et que mon père estimait qu'il devait porter plus d'attention sur lui que la brebis galeuse que sur nous qui semblions faire les choses correctement. Sinon, mon père, il aimait tous ses enfants de la même façon. Mon père n'a jamais dit « je t'aime ». Mais il te le montre. Et il avait de façon assez particulière de le montrer. D'ailleurs, je l'ai dit dans le livre, je me rappelle quand j'étais très jeune, j'étais en 5e à l'internat, et je sortais de déjeuner, c'était samedi, donc je n'avais pas intention de rentrer à la maison, donc on sortait pour aller se balader avec les amis, et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ton père est là !» Comment ça, mon père est là ? Et donc, je sors, je vois mon père adossé à sa voiture, donc il m'attendait. J'étais rempli de tellement de joie. Mais c'était sa façon aussi de dire « je t'aime, tu me manques, je suis venu ». Et donc, quand je suis venu, il me dit « fiston, allez, on y va ». Voilà, et donc on part. Je me rappelle ce jour-là, il pleuvait. Donc, on allait dans un magasin, il m'a acheté un blouson. C'était magique. Voilà, c'était des moments comme ça avec mon père. Et mon père était strict, mais était quelqu'un de très correct et de très juste vis-à-vis de ses enfants, juste vis-à-vis des gens en général, et qui m'a toujours dit l'actif le plus important d'un être humain, c'est sa dignité. Il faut que tu la gardes toujours. Ne vends jamais ton âme au diable. Pour quoi que ce soit l'argent ou qu'est-ce que tu veux. Non. Il dit l'argent est un moyen, l'argent ne doit jamais être un objectif. Oui. L'argent est un moyen. C'est bien d'avoir l'argent, mais il ne faudrait pas que ce soit une fin en soi et que tu sois prêt à tout pour l'argent. Absolument. Et je pense qu'il y a une phrase que tu dis dans le livre. À la fin, je vais citer 3 citations qui m'ont vraiment marqué dans ton livre, et ça en fait partie. Et ce qui m'a touchée dans cette phrase-là, c'est que tu expliques en fait que il faut s'accrocher au projet de vie et que l'argent vient après. L'argent viendra de toute façon. L'argent est une conséquence. L'argent peut être une conséquence de la réussite d'un projet. Mais le plus important, c'est la réussite de ce projet de vie. Et ce projet de vie, sa réussite est attachée à un code des valeurs. Et c'est ce code des valeurs-là qu'il faut embrasser. Et justement, en réussissant ce projet, et comme j'ai dit, la richesse peut être une conséquence de cette réussite, comme pas. La satisfaction même de ce projet de vie est en soi le bonheur. Maintenant, évidemment, on vit dans un monde matériel où vous avez besoin de moyens pour vivre. Donc, il faut juste se rassurer que ce projet de vie pourra couvrir ne serait-ce que vos besoins. Maintenant, la richesse est de l'excès. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la richesse est de l'excès. Si vous avez de quoi payer l'école de vos enfants, votre maison, pouvoir aller en vacances, pouvoir aller au restaurant avec la famille de temps en temps, je dis, c'est ça l'essentiel. Maintenant, si après, vous pouvez vous acheter des voitures extra, voyager en business ou en première,
aller découvrir l'Alaska, si vous voulez. Ça, c'est de l'extra. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Oui, Donc, absolument. et je crois que quand on regarde la vie de tous ces gens très riches, pas tous sont heureux. Il y en a qui sont pas heureux parce que travailler plus, gagner plus, ça veut dire passer moins de temps avec votre famille. Il y a toujours des sacrifices à faire. Absolument. Voilà, donc vous gagnez plus d'argent, mais vous avez peut-être moins de temps avec vos familles. Et finalement, il faut vous poser la question de mais pourquoi je veux devenir riche? C'est pourquoi? C'est pour satisfaire mon ego ou pour que ma famille profite? Mais cette famille que tu veux et qui profite, si finalement elle s'éloigne de toi parce que tu n'es jamais là. Et donc c'est pourquoi je fais très attention. Aujourd'hui, c'est vrai que je voyage beaucoup, mais je me rassure que je ne reste pas longtemps, que j'explique à ma fille, d'ailleurs, la dernière, que quand je voyage, c'est pour le travail. Donc, quand je suis à Abidjan, je suis à la maison. Donc, elle arrive maintenant à lier voyage à travail. Donc, quand je suis là, je suis pas dehors en train de faire la fête, je suis à la maison. Donc, elle se dit, quand il est pas là, il travaille. Donc, c'est nécessaire de travailler, puisque je le dis ça à mes filles, qu'elles comprennent que il faut mériter tout ce qu'on a dans la vie. Et c'est ce que mon père me disait, il faut mériter. Et il ne faut pas s'offusquer parce que les gens ne vous font pas confiance. Les gens ne vous font pas confiance parce que vous n'avez rien prouvé. Quand vous prouvez que vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous allez faire, forcément, la confiance des gens viendra. Donc, voilà un peu comment je mène ma vie. Je mène ma vie avec un code de valeurs. Justement, et ce code de valeurs, je l'ai hérité de mon père. Justement, sur les valeurs, je voulais qu'on en parle. Tu utilises beaucoup le mot valeur dans le livre. Il y a 3 grandes valeurs qui reviennent que tu as héritées de ton père: le courage, l'abnégation, la résilience. Tu es bêté. Ton père était bêté. Je suis également bêtée du côté de ma mère. Ma mère aussi est bêtée. Oui, ta mère aussi est bêtée. 100%. Donc moi, je suis bêtée de Guy Bérois. Je crois que toi, tu es bêtée de... Ma mère est de Guy Bérois. Ma mère est de Guy Bérois, mon père est de Niaprayo. Donc, juste à côté. Même pas quoi. Exactement. Même pas 1,5 km. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai commencé... Donc, mon père était Peul, guinéen, et ma mère, donc, bêtée ivoirienne. J'ai commencé à vouloir rechercher un petit peu des informations sur mon peuple. Et j'ai remarqué que donc le peuple bêté, initialement, c'est un peuple guerrier. Et c'est vrai que quand tu regardes la vie d'un guerrier, c'est 3 choses, c'est les 3 valeurs que j'ai citées précédemment, la résilience, le courage, l'abnégation. C'est quelque chose juste que tu dois avoir au minimum pour pouvoir survivre. Donc, ma question ultime, c'est finalement, comment cette culture bêtée et cette éducation a forgé ta personnalité et qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui? Alors, déjà, un bêté, c'est quelqu'un de généreux. Donc, cette générosité vient du fait que je sois bêté. Les bêtés sont protecteurs. Et les bêtés sont très fidèles en amitié. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est extraordinaire chez BT que personne d'autre ne fait au monde. Quand je dis personne, personne. Le BT peut prendre le nom de famille de son meilleur ami pour en faire le nom de famille d'un de ses enfants. Personne d'autre ne fait ça au monde. Donc, dans des familles, tu as une famille de 4 enfants. Il y en a 3 qui portent le nom du père et puis 1 qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Et là, on se pose la question, maintenant, si c'est son enfant, sauf que la preuve de l'amitié du BT à son ami, c'est de dire, je suis même prêt à sacrifier mon patronyme pour te montrer ma fidélité en amitié. Et ça, c'est très, très, très fort. Et le BT, c'est celui qui protège même ses amis. Tu as un BT, vous êtes ensemble, quelqu'un te cherche des noises, il te dit « laisse tomber, moi je gère ». On n'aime pas l'arbre. Voilà. Donc, nous sommes des gens courageux et nous sommes des gens qui, surtout, on dit ce qu'on pense. Absolument. On ne garde pas rancune. Si un BT a un problème avec toi, il te le dit maintenant, sauf que quand il a fini de te le dire, il passe à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous parlez. Non, non. C'est-à-dire que vous crevez l'abcès maintenant. Non. Et vous passez à autre chose. Oui. Et ça, ces valeurs, je trouve extraordinaires. Et moi, ça, mon père, on l'appelait le fou.
Pourquoi? Parce que dans sa famille, on disait qu'il était trop strict. Il disait toujours ce qu'il pensait. Sans, lui, par contre, il ne prenait pas de pincettes. Hein. Ouais. Moi, je prends des pincettes, lui, il ne prenait pas de pincettes. C'est vrai, ça. Et je me rappelle bien de ce que ma mère me disait. Mon père, mon père travaillait avec le président Ofo au départ. Enfin, ce sont lui et d'autres gens qui ont créé les services secrets ivoiriens. Et mon père était quelqu'un en qui le président Ofo avait confiance parce qu'il lui disait ce qu'il pensait. C'est que, vous savez, on est dans une culture où beaucoup de gens sont dans une logique clientélisme et sont dans une logique de béni-oui-oui. Mon père n'était pas un béni-oui-oui. Il te dit exactement ce qu'il pense et tu feras ce que tu veux. Oui. Voilà. Et donc, moi, tout ça, ce sont des valeurs que j'ai trouvées extrêmement intéressantes depuis très jeune. Et je les ai pratiquées et j'ai vu comment ça me réussissait dans la vie. Hein? Être courageux, être généreux, avoir de l'abnégation, être résilient. Et j'ai vu, parce que je me suis rendu finalement compte, avec la disparition de mon père, que finalement, on est tous seuls au monde à un moment donné. Absolument. Et donc, quand on est seul au monde, qu'on n'embrasse pas ces valeurs, on se fait bouffer. On est dans une jungle. Et c'était survival of the fittest. Oh yeah. Voilà. C'est soit tu manges ou tu te fais manger. Enfin, littéralement. Oh, mais c'est triste, Voilà. mais c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours vécu ma vie. Mais toujours en restant avec aussi cette valeur qui est aussi bêtée d'être juste et d'être, de se préoccuper aussi des autres. Voilà, se préoccuper des autres. Je dis toujours que moi, j'aimerais être dans un pays où tout le monde a ce qu'il lui faut pour bien vivre. Ça ne m'intéresse pas d'être celui qui a tout et les autres n'ont rien. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Ce que mon père m'a toujours dit, si tu vis dans un village et que tu es dans une grosse villa et que tu as tout chez toi, la nourriture, enfin tout, et qu'autour de toi, tout le monde est affamé, tu es en danger. Bah oui. À un moment donné, ils viendront servir chez toi. Ils viendront le faire violemment. Par contre, si tout le monde a le minimum, les gens s'en foutent de ta grosse maison, de ta grosse voiture, c'est pas le problème. Eux, ils ont ce qu'il faut. Parce que tout le monde a ses dignités, tout le monde a ses fiertés. Et s'ils ont ce qu'il faut, le minimum, ce que tu as, ça les intéresse pas. Arrange-toi pour que tout le monde ait le minimum et tu seras tranquille. C'est ça. Faut faire manger tout le monde, voilà. Comme on dit. Et c'est vrai que moi, ce qui est sûr et ce que moi, j'ai toujours apprécié chez les BT, c'est vraiment, oui, ce courage-là que j'ai vu chez ma grand-mère, chez mon arrière-grand-mère, le fait de ne jamais se laisser faire. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant quand tu es une femme parce que moi, on me connaît pour dire ce que je pense et en gros, c'est Ginette, don't have with her. Parce que je vais te dire ce que je pense comme je le pense. Donc, je pense que on a aussi des défauts. On est très impulsif. Non, mais on est impulsif. Voilà. Alors, on est impulsif parce qu'on veut que tout se règle maintenant. Oui. Voilà. C'est-à-dire que on ne sait pas garder les choses parce que comme on n'est pas rancunier, on veut que tout sorte maintenant. Absolument. On veut rien avoir sur notre cœur. Si on a un souci maintenant, je vais pas me dire, bon, j'attends, dans 3-4 jours, on va parler. Non, on parle maintenant. Ah non, ouais. Voilà. Ça peut être vu comme un défaut, mais pour moi, je vois ça plutôt comme un avantage. Maintenant, ce que je fais, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est contrôler mes pulsions. C'est-à-dire, je vais te le dire, mais sans rentrer dans l'émotion. Et je crois que c'est le côté émotionnel dans cette impulsion qui fait qu'on dit que les BT n'aiment pas l'âme. Mais si ceux qui arrivent à justement à contrôler leurs émotions dans cette pulsion-là, oui, évidemment, ça passe différemment. Mais il y a BT et puis il y a BT, attention. Les BT, les gagnants à nous, là, les Woody, là, les bagnons. Oh mon Dieu. Les Woody, c'est nous qui sommes les durs. Les BT, les Dalois, ils sont plutôt soft. On va dire ils sont soft. Mais c'est nous les vrais BT, tout va bien. On dirait ma mère. Je vais avancer, je voudrais qu'on parle un peu de tes études. Donc, tu as fait de grandes études, tu as fait des études en sciences politiques, tu as un Master of
Public Administration de l'Université de Michigan. En gros, tu as fait un peu de tes études en France et aux États-Unis. Ouais. Et moi, la première question que j'ai eue en tête, c'était, mais comment est-ce qu'il a payé toutes ces études-là? Donc, le peuple veut savoir, est-ce que Stan Zézé était broke quand il a fini son MPA? Comment il s'est débrouillé? Alors, déjà, l'école en France était gratuit. Donc, j'ai fait le collège, une partie du collège et le lycée ici. Et j'ai fait la fac de droit. J'ai fait la fac de droit à Nantes avant d'aller faire Sciences Po aux États-Unis. Et l'école d'administration. Mais je m'arrangeais pour dégoter des bourses, en fait. Et ce que j'ai compris dans le système américain, il y a toutes sortes de bourses. Oui, Il faut chercher. Donc, je m'arrangeais pour dégoter toutes sortes de bourses. Je me mettais j'essayais d'avoir le profil de toutes sortes de bourses. Donc, c'est comme ça que je grattais pour avoir des bourses. Et je donnais des cours de français quand j'étais en Sciences Po. Je donnais des cours de français. Et donc, évidemment, ça me rapportait de l'argent. Je travaillais aussi les week-ends chez Ralph Lauren. Wow. Ouais. Donc, j'étais quelqu'un qui bossait beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir à travailler comme un forcené, mais j'ai fait toutes sortes de boulots. Mais des boulots qui payaient bien et qui ne m'empêchaient pas de faire mes études. Et quand j'étais à l'école d'administration, j'ai eu un poste d'assistant à l'université. Donc, je donnais des cours de Sciences Po à des 3e et 4e années d'ailleurs. Et donc, tout ça, et j'avais aussi des bouts, et tout ça me permettait de payer mes études. Donc, c'est comme ça que j'ai pu swing through. Donc, pas de crédit pour le MPA, Stan. Non. Félicitations. J'ai tiré comme ça et je suis arrivé à avoir tous mes diplômes et j'ai commencé tout de suite à travailler. J'avais eu des crédits personnels que j'ai remboursés quand j'ai commencé à travailler parce que j'ai eu un très bon boulot dès que j'ai fini. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui crée des opportunités. Je sais créer des opportunités. Je sais utiliser les systèmes à mon avantage. OK? Like they say, you can bend the rule, but don't break the rule. That's true. See what I mean? Même en fiscalité, le loophole. See what I mean? Voilà. Donc, je suis, et pendant mon parcours, il y a une chose que j'ai comprise qui est extrêmement importante, que je dis toujours à mes filles et que je dis toujours aux jeunes. Je dis l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, il faut la maîtriser. L'intelligence intellectuelle, OK, c'est pas mal, mais c'est pas ça le plus important. Et ça s'appelle, en français facile, le bon sens. Il faut avoir du bon sens. Quand on a du bon sens, on comprend que bien gérer une relation avec quelqu'un, c'est de comprendre la psychologie de cette personne. Maîtriser son environnement, c'est de comprendre la psychologie de son environnement. Et des fois, je peux anticiper ce que les gens vont dire. Je veux anticiper comment les gens vont réagir sur un certain nombre de choses que je fais. Et ça me donne une longueur d'avance quand je fais mes projets ou quand je fais des choses. Et j'observe, des fois, ça me fait sourire parce que ce que j'anticipe, c'est exactement ce qui se passe. Mais tout ça, c'est le bon sens qui te permet d'avoir cette maîtrise de l'environnement et d'avoir cette maîtrise de la psychologie de tes interlocuteurs. Tout ça, ça se travaille. C'est pourquoi on ne traverse pas la vie de façon inconsciente, on traverse la vie de façon consciente. Il faut constamment réfléchir, il faut constamment observer. Et c'est tout ça qui donne des outils extraordinaires. Parce que des fois, je réalise des choses où les gens me demandent « Mais comment tu as fait ?» Je dis « Mais parce que j'ai pensé. » Et je donne un exemple, par exemple. Quand j'ai créé Bloomfield. Ouais, arrivé. La probabilité de réussite de Bloomfield était 0% dans l'environnement dans lequel j'étais. Pas de cadre juridique et réglementaire, pas de clients, pas de narrative. Mais comment on réussit un projet comme ça? 0. Et donc tout le monde me disait, à dessein, mais Stan, ton projet, ça ne peut pas marcher. C'est juste pas possible. Dans cet environnement, ça ne marchera pas. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Évidemment, la seule personne qui pensait que ça allait réussir, c'était mon épouse. Là. On dit, bon, ceux-là, ils se sont choisis, ils sont tous les deux fous. Elle dit, si tu as décidé que ça va réussir,
Moi, je suis avec toi à 100% parce que je sais que ça va réussir. Tu me l'as déjà prouvé dans le passé. Et donc, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à comment je passe de 0% à 100%. Hello les amis, je prends quelques minutes de votre temps juste pour vous remercier de regarder cette vidéo-là. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, pour encourager ma chaîne YouTube, il est important de partager cette vidéo, parler, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dernière chose, abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications, comme ça vous regardez toutes les dernières vidéos. Et bye bye! Comment je fais mettre en place une réglementation? Donc, je vais voir le régulateur qui me reçoit 2 minutes. Parce que, bon, toute évidence, ça ne l'intéressait pas. Pas qu'il ne savait pas ce que c'était, mais il ne pensait même pas que, bon, l'Africain... C'était avant-gardiste. Hein. Voilà, l'Africain de surcroît francophone pouvait mettre en place une agence de notation financière. Et donc, quand je sors de son bureau, je me dis, comment je fais? Et ce monsieur, c'est lui qui peut mettre la réglementation, qui doit la mettre en place. Comment je fais pour qu'il me rappelle, on vient dans son bureau, on parle 2 heures de temps et il décide de mettre la réglementation. Et donc, je me dis, quelle est la psychologie d'un régulateur? Un régulateur, c'est comme un gendarme. Il veut contrôler, c'est l'autorité. Je me dis alors, ça lui posera un problème de ne pas contrôler. Donc, si je commence à faire de la notation, est-ce que j'ai le droit de le faire parce que j'ai une société commerciale? J'ai le droit de faire la notation, sauf que pour que mes notes soient reconnues sur le marché des capitaux, il faut que je sois agréé par le régulateur. Et pour que le régulateur m'agrée, il faut qu'il y ait une réglementation. Donc, si je fais les notations et que le régulateur sait que je fais des notations et qu'on commence à lui dire, mais attends, il y a une agence de notation qui fait des notations, vous ne les contrôlez pas, parce que les notations... Sur la base des notations, on peut donner des crédits aux gens et vous ne les contrôlez pas. Et lui, ça commencera à lui poser un problème. Mais pour qu'il me contrôle, il faut qu'il mette une réglementation. Oui. Donc, si je commence à noter, ça lui posera problème. Et c'est ce que j'ai commencé. Et je me suis dit, bon, avant de trouver des clients, il faut que je mette en place une narrative. Commencer à communiquer, mais communiquer tout azimut. J'espère qu'on parlera tout à l'heure de pourquoi quel a été l'effet des chaussettes rouges, même dans ma communication. Bref, premier client, deuxième client, troisième client, je capitalise au maximum sur la communication. 4e client, le régulateur m'appelle. On discute 3 heures et il décide de mettre la réglementation. Mais la réglementation, je suis agréé, j'ai les clients, j'ai la narrative, donc je passe de 0% à 100%. Pourquoi? Parce que j'ai compris la psychologie du régulateur, j'ai compris la psychologie des clients potentiels, ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils adhèrent. J'ai compris la psychologie de mon environnement et j'ai compris que les gens aimaient bien le personal branding avant le corporate branding. Donc je me dis, je fais mon personal branding et ça va découler sur mon corporate branding. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et un des éléments fondamentaux de cette communication de personal branding, ça a été les chaussettes rouges. Oh non. En fait, je voulais en parler pour être très honnête avec toi. Après, je me suis dit, mais en fait, je vais pas en parler parce qu'il faut que les gens achètent ton livre et il faut qu'ils le lisent comme moi je l'ai fait. Et là, ils vont comprendre parce qu'on dévoile pas tout, tu vois. Et que tu as quand même écrit ce livre-là pour nous, donc ils aillent acheter pour savoir. Avant Bloomfield, même si Bloomfield, bon, on comprend que tu commences à l'écrire dès ton premier job quasiment. T'as fait beaucoup, tu as eu de gros postes dans de belles institutions, la Banque mondiale, la BAD, tu as travaillé chez Shell, tu as eu des gros postes et des hauts postes. Et à chaque fois, tu pars. Parce que de ce que j'ai compris, tu as un idéal professionnel que quelque part, tu n'arrives pas à assouvir dans ces conglomérats-là. J'avais 2 questions. Donc, la première, c'était sur le plafond de verre que beaucoup de personnes de la diaspora et dans le milieu de la finance, on connaît. Moi, je suis dans le milieu de la banque finance. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as connu ou est-ce que tu es juste parti parce que, oui, tu savais que ça existait, le plafond de verre, mais ton idée n'était même pas là-bas. Juste toi, tu te disais, l'idéal, ce que je vois là, ça me plaît pas, je m'en vais.
Alors, j'ai connu le plafond de verre dans 2 institutions, à la BAD et chez Shell. Et mon père m'a toujours dit, quand tu es dans une institution, quand les règles ne te conviennent pas, tu ne te plains pas. Tu pars et tu vas créer tes propres règles. Mon père, c'est militaire. Il dit, soit tu penses que tu ne peux pas changer les règles. D'ailleurs, tu ne dois même pas chercher à changer les règles. Soit tu penses qu'en réalité, tu es obligé d'être là-bas. Et à ce moment-là, tu avales les couleuvres, mais tu ne te plains pas sur les règles des autres. Ou alors, tu peux te permettre de partir et tu te barres. Mais l'attitude du soldat, c'est de ne pas discuter les ordres et de ne pas discuter les règles. Et donc, j'étais moins dans cet état d'esprit, donc moi, je ne discute pas les règles. Quand ça ne m'intéresse pas, je pars. Et quand je pars pas en ayant un autre job, ça ne m'intéresse pas, parce que je sais que, je me dis toujours, si j'ai eu ce job, j'en aurai un autre. J'attends pas, et je reste pas dans une période de transition et être malheureux, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans les plafonds de verre, oui, je les ai connus. Il y a des postes qui m'étaient réservés, je savais, parce que j'étais celui-là qui était en next on line, et on me passe pour prendre quelqu'un d'autre sur d'autres critères et tout. Et moi, c'est simple. Hein. Je veux dire, je suis pas là pour avaler les couleuvres, ça m'intéresse pas. Donc, quand c'est comme ça, je pars. Donc, à Shell, je suis parti. Et à la BAD, je suis parti. À Shell, je suis parti. Mais c'est quand je suis parti à Shell que j'ai réalisé finalement que ce que mon père disait, en réalité, c'était de dire, si tu es dans un job et que ce job ne t'intéresse pas, tu vas créer ton propre job. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Même que je pensais à ce projet depuis longtemps, quand je suis arrivé à Shell et j'ai vu ce plafond de verre se dessiner et finalement qui s'est mis au-dessus de ma tête, je dis, mais this is the time. Qu'est-ce que tu voudrais dire plus globalement à tous ces cadres issus de la diaspora qui ont fait des grosses écoles, inclus les Ivy League, et qui aujourd'hui, pour X raisons, ne se sentent pas prêts de se lancer dans l'entrepreneuriat ou n'ont pas forcément l'envie ou la volonté de rentrer dans des institutions africaines et qui sont constamment confrontés à ce plafond de verre-là. Ils essayent tant bien que mal de le percer, mais ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire très clairement, honnêtement, je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps avec ces institutions. Quand eux, ils regardent leur profil, ils regardent le profil de celui qui a créé cette institution, est-ce qu'ils pensent que les profils sont différents finalement? Non. C'est-à-dire que pourquoi eux, ils pensent qu'ils ne pourraient pas créer une institution qui arriverait à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'ai un ami qui est dans une structure qui atteint le sommet, mais qui est dans un pays occidental où, subtilement, on lui rappelle toujours qu'il est noir. Si comme on lui faisait une faveur Absolument. d'être là où il est, alors qu'il est diplômé de Harvard, il est diplômé de MIT. C'est qu'il est ingénieur, il est MBA, et top de sa classe. Donc, je lui ai dit un jour, mais je ne sais pas pourquoi tu n'as pas le courage de... Qu'est-ce qui te fait dire que toi, tu ne peux pas créer une structure qui sera même mieux que celle-là? Après, c'est quelque chose de personnel. Je pense que les gens n'ont peut-être pas le courage de commencer at the bottom of the ladder and then climb up. Parce que quand tu montes ton entreprise, tu commences... From scratch. Mais ça va très vite. Ça peut aller très vite. Et ça, pour moi, c'est de dire aux gens, ayez le courage de sauter le pas. Là où vous travaillez, c'est pas tombé du ciel. Ouais. C'est bien quelqu'un qui a créé. Et quand vous regardez l'histoire, quand on regarde l'histoire de la majorité des grosses firmes, mais ça a commencé de rien. Je prends l'exemple de Shell, où j'ai travaillé avant de créer ma société. Shell et Royal Dutch, deux sociétés ou deux personnes. Il y en a un qui vendait
le pétrole dans une pirogue, ok, à moteur, et l'autre qui faisait du transport avec une pirogue à moteur, et l'autre, Shell, qui vendait de l'essence dans des bidons. Il y a plus de 120 ans, ok. Et ils ont décidé de se mettre ensemble pour créer Shell Royal Dutch. Et aujourd'hui, tout le monde veut travailler à Shell. Ouais, mais ça a commencé par un gars avec une pirogue et un autre avec des bidons. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que il faut se lancer. Enfin, je ne sais pas comment je peux le dire, mais moi, mon exemple montre bien. Ouais. J'ai voulu créer une agence de notation financière. Tout le monde pensait que c'était un projet le plus fou du monde. Mais 16 ans après, tout le monde me félicite et tout le monde me demande comment je fais. Je dis, mais j'ai fait comme tout le monde. Vous montez une entreprise, vous vous battez, vous la faites grandir et vous arrivez à... Aujourd'hui, quand je vois les gens de Shell ou je vois les gens de la BAD, mais ça m'amuse. C'est-à-dire que je rigole, quoi. Got you. Voilà. Ça m'amuse. Et je me dis, mais je perdais mon temps dans toutes ces institutions. S'il fallait recommencer à zéro, I swear, je commencerai dès que j'ai quitté l'université. C'est pourquoi j'encourage toujours les jeunes. Dès que vous sortez de l'université, vous avez le brain fresh, pas de responsabilité, foncez. Foncez. Et c'est exactement ce qu'il faut. Faut pas arriver dans des niveaux où vous êtes complètement frustré. On vous frustre tous les jours. Vous avalez les couleuvres tous les jours. Vous êtes bardé des diplômes. Vous avez des gros salaires, mais vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas content. Vous arrivez, vous êtes obligé de marcher sur des œufs. Vous faites attention à comment vous parlez aux gens. Non, écoutez, faut se libérer. Faut se libérer. Amen to that. Voilà, faut se libérer. Il faut que les Africains se libèrent. Les Africains réalisent même pas le potentiel qu'ils ont, ne réalisent pas la force qu'ils ont. Finalement, ce à quoi je suis arrivé comme conclusion, je dis pour vouloir brimer autant une race, c'est parce qu'on a peur d'eux. Amen to that. On a peur de la capacité des Noirs. Quand on regarde même les inventions, toutes ces inventions qui ont été faites dans le monde, qu'on cache, oui, et qu'on pense que ce sont les Occidentaux qui ont réalisé ça, ce sont les Noirs. Et donc, pourquoi on veut cacher ça aux Noirs? Parce qu'on ne veut pas justement qu'ils réalisent leur force. Et donc, quand je vois des gens qui sont dans des situations où ils atteignent le plafond de verre et se posent des questions, moi, ça m'amuse. Je dis, les gars, libérez-vous. Libérez-vous. Cassez les chaînes, comme on dit. Cassez les chaînes. Quand tu es directeur général de Citibank, par exemple, on va dire Citibank France, tu es black pendant 10-15 ans et on ne veut pas te donner Citibank Monde ou Citibank Europe, mais trouve des gens, montez votre banque, tout simplement. Amen to that. On va avancer. Il nous reste plus beaucoup de temps. Je voulais que tu nous parles un peu de Bloomfield. Ici, on parle au peuple. Donc, première entreprise d'Afrique francophone à faire de la notation financière en monnaie locale. Absolument. Donc, simplement. Alors, déjà, la notation financière, c'est le processus par lequel une agence va évaluer ce qu'on appelle la qualité de crédit, donc la crédibilité. On va évaluer votre capacité à faire face à vos obligations financières, que ce soit à court terme, à moins d'1 an, ou à moyen long terme, au-delà d'1 an. Donc, en français facile, est-ce que si on vous prête l'argent, vous êtes capable de rembourser? Et sur quelle période? Sur quelle période? Selon les conditions que vous avez signées. On le fait pour les pays, pour les entreprises commerciales et industrielles, les institutions financières, les instruments financiers, les collectivités locales, les entités publiques. On ne le fait pas pour les personnes physiques. Okay, c'est un processus d'analyse assez rigoureux, au sorti duquel on va donner une note sur une échelle. Il y a 2 échelles. Il y a l'échelle à long terme qui va établir les fondamentaux même de l'entité notée, donc c'est sur 20 crans. Et il y a l'échelle à court terme qui est sur 7 crans, qui va évaluer la liquidité sur le court terme. Donc, ça, c'est le métier que nous faisons. Donc, c'est nous qui allons être l'intermédiaire entre ceux qui veulent emprunter et ceux qui prêtent. C'est nous qui allons établir la confiance entre les deux.
Et c'est nous qui allons dire si tu dois prêter ou si tu ne dois pas prêter. Et c'est nous qui allons dire à toi, voilà comment tu te présentes et voilà comment tu mets en valeur ta crédibilité. Donc, c'est un rôle extrêmement important pour développer le marché des capitaux, pour développer les pays d'ailleurs, parce que les pays empruntent pour investir et tout. Et donc, le rôle qu'on joue est un rôle fondamental dans l'économie. Et moi, quand j'étais à Banque mondiale, je constatais que les 3 grandes agences de notation financière, Moody's, Fitch et Standard & Poor's, faisaient une notation des pays africains qui n'était pas une bonne notation dans la mesure où elle ne représentait pas la vraie crédibilité des pays africains parce qu'elle était sur la base du dollar. Et donc, ces agences partent du principe où tout le monde emprunte en dollars et tout le monde rembourse en dollars, alors que ce n'est pas vrai. Absolument. Ça, c'est la première chose. Les pays africains, ils n'ont pas forcément tous leurs besoins en dollars. La deuxième chose, quand bien même que c'est le cas, les pays africains, à cause de la structure de leur économie, sont en situation systématique de faiblesse parce qu'eux n'ont pas beaucoup de réserves de devises. Comme ils n'ont pas des économies industrialisées, donc ils sont dépendants des importations de produits finis. Donc, ils vendent leurs matières premières et avec l'argent qu'ils gagnent, les devises, ils importent des produits finis qui sont 4, 5, voire 10 fois plus chers que leurs matières premières. Donc, du coup, ils se retrouvent avec des niveaux de réserve de devises qui sont faibles. Et comme les réserves de devises sont faibles, donc leur capacité de rembourser en dollars est faible. Donc, quelle que soit la performance de leur économie, ils auront toujours de mauvaises notes. Et moi, je dis non, c'est pas normal. On va revoir les critères. Et moi, je dis, on va revoir les critères, on va les évaluer sur leur propre monnaie. Voir quelle est leur capacité dans leur propre monnaie, c'est ce qui va déterminer leur crédibilité. Maintenant, la notation en dollars, ça va déterminer seulement leur capacité à rembourser en dollars, mais ça ne détermine pas leur crédibilité. D'accord. Parce que là, Guigui, toi, par exemple, là, tu as peut-être des euros sur toi, mais tu n'as pas de CFA. Est-ce que je vais dire que tu es pauvre parce que tu n'as pas de CFA? Non. Tu as de quoi t'acheter ce que tu veux ici en euros. Mais si là, tout de suite, je te propose un livre et je te dis, c'est 5 000 francs CFA. Tu dis, mais je n'ai pas 5 000 francs CFA. Je dis, non, tu es pauvre. Ouais. Alors que tu as peut-être l'équivalent de 100 000 francs CFA ou de 200 000 francs CFA. Mais comme tu n'as pas les CFA, je présume que tu es pauvre. Donc, c'est exactement l'approche des agences internationales. Donc, c'est ce biais-là que nous sommes venus rectifier. Ça ne leur fait pas très plaisir, mais tant pis pour eux. On a rectifié ce biais. Au début, ils se moquaient de nous parce qu'ils pensaient qu'on allait faire de la notation africaine, c'est ce qu'ils disaient. Et là, maintenant, ça les dérange parce qu'ils voient que le travail qu'on fait est un travail qui contredit ce qu'ils font et qui, finalement, correspond à la réalité. Donc, maintenant, ils font très attention quand ils donnent des notes. Ils regardent nos notes d'abord. Absolument. Donc, on est arrivé justement à donner confiance aux pays africains, aux entreprises africaines, même s'il y en a encore qui sont encore complexés. On le dit, faites vos notations en monnaie locale d'abord et imposez vos notations à ces agences en disant, vous utilisez les mêmes outils, expliquez-nous pourquoi eux, ils estiment qu'on est performant et vous, non. Voilà. C'est vraiment, you are a game changer. Moi, Absolument, personnellement, quand j'ai lu, et peut-être parce que je suis dans le milieu de la banque finance, je me suis dit, c'est juste génial. C'est un outil, en fait, qui te permet de redonner le pouvoir aux Africains. Absolument. C'est un outil qui va permettre à des personnes lambda comme moi, si j'ai compris, les rapports de notation sont publics et on peut aller les consulter. Absolument, hein. Donc, ça peut déjà nous donner une vue sur où on veut investir, pourquoi on veut le faire. C'est des analyses, je pense, que ton équipe renouvelle chaque année. Chaque année, ouais. Sur demande de l'entité. Non, on rentre dans les contrats. On a des contrats D'accord. avec les entreprises et les pays, donc on les note chaque année. La note, elle est valable maintenant et on la D'accord. renouvelle chaque année. Mais c'est aussi que ça donne une meilleure perspective aux investisseurs internationaux qui, eux, se basaient sur les Moody's et Standard & Poor's, mais ne connaissent pas l'Afrique. Mais n'ont pas fait ce rapport-là. Et aujourd'hui, ils se disent, oui, effectivement, il y a la crédibilité et il y a la capacité à payer dans une autre monnaie. Donc, c'est normal que ces gens aient une capacité plus faible dans une autre monnaie qui n'est pas leur monnaie. Et donc, ils arrivent aujourd'hui à avoir une vraie visibilité sur le risque réel qu'ils prennent en Afrique. Et donc, pour les investisseurs étrangers, c'est aussi du pain béni. Ils se disent, OK, maintenant j'ai les 2 notes. Je peux savoir que j'ai affaire à un pays qui est très performant, mais à cause de la structure de son économie, il n'a pas suffisamment de dollars. Donc maintenant, ce que je vais me demander, c'est
quelles sont les restrictions pour lui dans une transaction en dollars, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Et c'est là où il y a mon risque. Mon risque, ce n'est pas sur sa performance, mon risque, ce n'est pas sur sa crédibilité, mais c'est sur la politique de transfert de devises. Donc, il regarde désormais le vrai risque. Avant, il se disait, ah, mais les Africains, ils sont risqués. Donc, non, je veux un high premium. Je veux un taux, un retour sur investissement très élevé, alors que ça correspondait absolument à rien du tout. T'apportes effectivement cette nouvelle perspective-là. Je suis obligée d'avancer. Le temps est fini. On a déjà dépassé le temps, Stade, mes excuses. Je voulais, pour terminer, qu'on parle de ta rencontre avec ton épouse, qui est magnifique, vraiment, Madame Jeanne Sissoko Zézé, vous êtes magnifique. Franchement, toutes nous, les petits jeunes qu'on passe, si à votre âge, on est comme vous, on va dire Amen God, avec 2 enfants. Je pense que tu as un côté guinéen. Oui, absolument. Ouais, tu m'as dit ton père est guinéen. Oui. Ma femme aussi a un côté guinéen, ouais. Sa mère est guinéenne et son père est franco-malien. Elle est née en Côte d'Ivoire, grandit en Côte d'Ivoire, donc ivoirienne, mais d'un père franco-malien et d'une mère guinéenne, de Kindia. Elle est sous-sous. Ouais. D'accord, c'est intéressant. C'est vrai que la première fois que j'ai vu votre femme, d'ailleurs, hier, je la montrais à mon mari, il a dit, elle est super belle. J'ai dit oui. Et je me disais, mais elle a un air un peu métissé. Et il m'a dit, non, mais toi, dès que tu vois une femme noire, belle, elle est claire, tu crois que ça y est, elle est métisse. J'ai dit, bon, ok. Votre rencontre est intéressante. Très intéressante. Vous vous mariez 6 mois après votre rencontre. Ouais. Vous êtes 2 forts caractères, elle le dit dans le livre. En fait, 6 mois, non, peut-être maintenant. On a fait le mariage religieux. Oui. On s'est rencontrés le 10 octobre 2002. Oui. On a fait le mariage religieux le 18 février 2003 et le mariage civil le 3 juillet 2003. Ah oui, donc c'est en moins de 6 mois. Non, en 4 mois, on a fait le mariage, coutumier, et puis 6 mois après, on a fait le mariage civil. Voilà. Donc, c'est très rapide. Elle-même, elle le dit qu'elle est un peu même surprise parce qu'elle pensait pas que ça allait être aussi rapide. Elle dit aussi qu'elle est perfectionniste, que tu es courageux, impulsif, fonceur. Comment, avec 2 caractères très forts, on arrive à tenir plus de 20 ans de mariage ? Alors, c'est parce que j'ai une femme qui est extraordinaire et qui, moi, me keep grounded. C'est-à-dire qu'une femme qui me ramène toujours à la réalité, qui n'arrête pas de me démontrer que, quel que soit ce que tu deviens dans la vie, tu es un être humain et tu dois demeurer simple avec des valeurs. Et ma femme, en réalité, quand je l'ai rencontrée, peut-être 2 semaines après, je suis que c'était celle-là que je voulais épouser. Pourtant, je venais de rentrer des États-Unis, je n'étais même pas dans une logique de mariage. Hein. Moi, j'étais dans une logique de bourlinguer. Hein. Et donc, quand j'ai rencontré cette femme, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux de moi ? Parlons franchement. Okay. Donc, j'ai dit, oula, là, ça devient... Donc, elle m'a dit 2-3 choses. J'ai dit, bon, écoute, là, il faut que j'aille vraiment réfléchir si j'ai vraiment envie de continuer ça ou pas. Et elle est venue passer un week-end chez moi. Et après ce week-end, j'avoue que mes idées étaient très claires dans la tête, quoi. Parce que je vois, elle, une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait, où elle partait, qu'elle avait décidé que sa vie allait être sur un certain nombre de valeurs très claires et qu'elle vivait ces valeurs-là. Parce que je suis un très grand observateur. Et je voyais qu'elle vivait ces valeurs-là. Et il y a une chose qu'elle m'a dite quand je lui ai dit que je voulais l'épouser. Déjà, elle a rigolé. Elle a dit, ouais, c'est ça, ouais. Et elle s'est rendue compte finalement que je ne rigolais pas parce que j'avais déjà prévenu ma famille et le jour du mariage religieux, je pense même qu'elle n'était pas très au courant. Et ils l'ont appelé pour lui dire, bah, écoute, il
Il y a un jeune bêté ici, là. On lui dit, mais est-ce que tu le connais? Il s'appelle Stanislas. Il est venu à sa famille ici. Il est venu pour demander ta main. Et elle était surprise, mais après, elle me dit, je veux que tu saches une chose avant qu'on se marie. Je veux que tu ailles bien réfléchir avant de revenir. Parce que moi, j'ai décidé que quand j'allais me marier, je n'allais jamais divorcer. Elle dit, je dis bien jamais. Donc, tu vas réfléchir. Si c'est vraiment ce que tu veux me dire. Là, elle a 25 ans quand elle me dit ça. Quand on s'est marié, elle avait 25 ans. Je dis, voilà, là, c'est chaud, là. Et, mais en même temps, je la sentais tellement sincère, tellement sincère, et que elle représentait ce que je recherchais. Et donc, vraiment, ça a été vraiment un déclic pour moi, quoi. Voilà. Et depuis, ça fait 22 ans, ça fait 22 ans qu'on est ensemble et c'est cool. Enfin, on a nos bas comme tout le monde, hein. Mais elle vit toujours sa promesse, quelles que soient les difficultés qu'on a. Ma femme n'a jamais sorti « je vais te quitter » ou « on va divorcer ». Jamais. Ouais, jamais. c'est marrant. Et donc, je vois qu'elle vit cette promesse-là. Et d'ailleurs, quand on a fait notre mariage religieux il y a 5 ans, il y a un artiste qui a fait un tableau. Et ce tableau, il est dans un des couloirs de la maison où il a écrit sur un côté et murmura à son oreille quand je me marierai, je ne divorcerai jamais. Absolument. C'est magnifique. Comme ma mère dit, chez nous, on ne divorce pas. Ma fille, si tu te maries, faut bien réfléchir. Chez nous, on ne divorce pas. Est-ce que moi, j'ai divorcé? On ne divorce pas. On arrive à la fin de l'émission. Comme je t'avais dit, je voulais partager, je vais te lire 3 citations de ton livre qui m'ont particulièrement touchée. Et puis après, je vais te donner mon avis sur le livre. D'accord, avec plaisir. Si tu as un petit peu de temps, on essaiera au moins de faire une question sur le jeu. Avec plaisir. Et on va conclure. Donc, la première citation, c'est « La complicité et le soutien de son conjoint dans la réalisation de son projet est une quasi-certitude de réussite. » Ça me touche parce que j'ai un conjoint qui m'a accompagné dans tout, y compris la réalisation de ce podcast. Et je pense que c'est juste ce dont on a besoin quand on est une femme ou quand on est un homme. Deuxième citation, « Entreprendre avec passion vous permet de mieux absorber les défis et les challenges. » Je suis juste 100% d'accord, surtout dans l'entrepreneuriat, parce qu'on sait que c'est les fameux 5 ans où c'est très difficile. Le parcours du combattant, la traversée du désert. Normalement, à partir de 10 ans, tu commences à relever la tête et tout, et après, normalement, ça va. Et troisième et dernière citation, qui m'a vraiment touchée parce que je pense que c'est ce qu'il faut dire à tout le monde, surtout dans cette société où, avec les réseaux sociaux, on ne cesse de te dire qu'en gros, si t'as pas de l'argent, t'es de la merde. C'est « Le succès n'est pas la richesse matérielle accumulée, mais plutôt la réussite d'un projet de vie. La richesse matérielle est donc la conséquence du succès. » Absolument. Donc, merci de m'avoir fait découvrir cette citation. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Je suis assez mitigée, Stan, vraiment. Je suis mitigée parce que avant de commencer l'interview, je te disais en off que je te découvre dans l'interview avec Philippe Simo, et là je me dis oh putain, mais tout ce qu'il dit c'est super intéressant, il faut que j'aille lire son livre, il faut que j'aille à la conférence de Philippe Simo pour voir ce monsieur. Et je me dis, parce que j'ai lu beaucoup d'autobiographies, que je vais avoir droit à un livre un peu comme le livre d'Obama, Michelle Obama, de Barack Obama. Et en fait, quand j'ouvre le livre, je vois déjà que tu l'as coécrit avec ton cousin. J'avance et je vois qu'il est écrit à la 3e personne. Je me dis, intéressant. Donc, en fait, c'est pas une autobiographie. OK. Et c'est vrai que moi, j'aurais voulu que ça soit quelque part une autobiographie parce que j'aime rentrer un peu dans la tête des gens, essayer de comprendre leur psychologie. Ça, c'est première chose. Deuxième chose où je trouve justement qui m'a pas choquée, mais avec laquelle je suis pas à l'aise, c'est que, et je pense que c'est pas de ton fait, tu utilises
enfin, dans le livre, on utilise à 2 reprises le mot self-made. C'est un mot que je n'apprécie pas beaucoup parce que je trouve que le fait de dire que quelqu'un est self-made, c'est le fait qu'il s'est fait tout seul. Alors que quand tu ouvres ce livre, tu passes ton temps à remercier les gens. Donc, c'est un peu contradictoire. Ok. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que là, c'est pas lui. D'accord. Parce que je ne pense pas que tu es quelqu'un qui dirait qu'il est self-made. Alors, je t'explique. Sur la première chose, comme je te disais tout à l'heure, j'ai écrit à la 3e personne exprès. Parce qu'en réalité, finalement, je voulais moi-même me découvrir en même temps que vous me découvrez. Écrire à la 3e personne me permet de me détacher et de regarder le film de ma vie. Je regarde le film de ma vie et à des moments, comme quand on regarde un film, on a envie de changer les choses. On se dit, ah tiens, mais j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Quand on est acteur, on ne peut pas avoir cette réaction-là. Quand je dis, j'ai fait ci, j'étais ici, à ce moment-là, je pensais ça, on ne peut pas avoir le même regard. On ne peut pas avoir la même réaction. Et donc, c'est fait exprès. Il y a une partie que j'ai écrite entièrement moi-même. Il y a une partie que j'ai dictée, que j'ai expliquée à Christian qu'il a écrit. Mais je voulus écrire à la 3e personne, déjà pour qu'il y ait une cohérence. Parce que ce que Christian écrit, il écrit à la 3e personne. Moi, je ne pouvais pas écrire à la 1re personne. Il y aurait eu, à un moment donné, ça allait peut-être créer la confusion. Donc, je me suis dit, on écrit à la 3e personne. Et moi, j'ai regardé le film et je me suis dit, à la fin du film, je voudrais moi-même donner une impression sur ma vie. Et me poser la question de, si c'était à refaire, est-ce que je vivrais la même vie ? Et ma réponse est oui, je vivrai la même vie parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de toutes les erreurs que j'ai faites, à cause de toutes les décisions que j'ai prises. Parce que je me suis toujours dit que une décision que vous prenez, elle est toujours une bonne décision. Quelles que soient les conséquences, quel que soit l'aboutissement de cette décision. Parce que quand vous prenez la décision, vous la prenez parce que vous pensez qu'elle est bonne. Oui. C'est après, il s'avère qu'il y a des conséquences peut-être négatives. Donc, une décision est toujours une bonne décision parce qu'on la prend. OK ? Et c'est pourquoi, quand je prends une décision, j'assume toujours les conséquences de ces décisions et j'accepte évidemment, j'apprécie les avantages ou les bons côtés de cette décision. Je ne regrette jamais ce que je fais. Mais quand je dis jamais, jamais ce que je fais. Et je me dis toujours, si je dois refaire, je ferai exactement la même chose. Parce que toutes les décisions que je prends sont de bonnes décisions, quelles que soient les conséquences. Maintenant, sur le deuxième point, self-made, ça ne veut pas dire que tu ne vis pas en autarcie. Non. Self-made, ça veut dire que tu as pris l'initiative de construire un projet de vie, mais ça ne veut pas dire que personne ne t'y a aidé. On peut t'aider sans que tu ne réussisses. C'est vrai. Il y a des gens à qui on donne tout qui ne réussissent pas. C'est-à-dire que tout le monde traverse la vie et sur son passage, il y a des gens qui lui donnent de l'eau à boire, qui vous donnent de l'eau à boire, il y en a qui vous donnent à manger, il y en a qui vous tiennent la porte. Et c'est tout ça qui constitue votre histoire. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas self-made. Self-made, vous avez pris l'initiative, vous avez pris charge. You took your life in charge. Vous avez pris l'initiative de conduire votre vie et votre destin. Mais ça ne veut pas dire que vous l'avez fait seul. Il y a eu mon épouse, il y a mes enfants, il y a mes amis, il y a mes parents, il y a les amis de mes parents, il y a tout ça. Mais l'initiative de réussir, ce n'est pas eux qui la prennent. Donc, vous êtes un self-made man ou self-made woman. Mais évidemment, dans un monde où vous ne vivez pas seul, vous vivez en autarcie, vous ne vivez pas en autarcie, vous vivez avec les autres, vous vous faites avec le concours des autres. Mais tant que c'est vous qui êtes aux commandes, oui, vous êtes self-made. C'est exactement ce que ça veut dire. Ok, je ne sais pas si je suis convaincue, Stan, mais une chose est sûre, c'est Parce que montre-moi une personne dans ce monde qui s'est faite seule dans un environnement où il vit avec d'autres gens. Non, juste pas oui, possible, je pense justement que c'est
Alors, il y a deux choses. C'est peut-être l'image que l'on donne. Quand tu l'expliques, on le comprend très bien. You are in charge of your life. Tu as créé les opportunités. Ça, je le comprends tout à fait. Je pense qu'en tout cas, pour moi qui est une millennial et qui a grandi avec toutes ces images, avec Forbes de self-made, j'ai encore dans mon esprit le fait qu'on essaie de dire que ce sont des personnes qui se sont fait seules. Peut-être que la vision, elle est erronée. Mais je pense que faire seul, c'est ce que ça veut dire. Parce que quand on parle de self-made, on les compare à des héritiers. On se dit, oui, lui, il a hérité d'un empire. Donc, il n'est pas self-made. Il a hérité de quelque chose que quelqu'un a déjà créé. Et lui, on lui a donné des outils de gestion et qu'il est venu gérer. Il n'a pas créé. Celui qui a créé quelque chose et qui est arrivé, le créateur de Shell, on dira que c'est un self-made. Mais l'héritier de Shell n'est pas forcément un self-made. Là, je suis d'accord. S'il reste dans cette logique de venir gérer l'empire, il n'a pas créé, il vient de gérer. Celui qui a créé, c'est lui qui s'est fait, et l'autre vient gérer ce que l'autre a fait. Mais je veux dire, c'est pas dans une logique condescendante. Hein, quand on dit je ne pense self-made, ou ça veut pas dire que je suis le plus fort, personne ne m'a aidé. Non, non. C'est vrai que des fois, quand on me demande qui est mon rôle model, en dehors de mon père, je dis mais personne. Enfin, même mon père, je crois pas que ce soit forcément mon rôle model. Mon père m'a éduqué, m'a donné des valeurs. Mais l'image que je veux de moi, c'est l'image que j'ai créée moi-même. Moi, mon image, c'est moi-même. J'apprécie des gens comme Gandhi, comme Mandela, comme Obama et beaucoup d'autres. Mais je ne suis pas quelqu'un qui s'identifie à quelqu'un d'autre. Non. Je veux être moi-même. Je m'identifie à moi-même. Ma fille, je dis, identifie-toi à toi-même, à ce que tu veux devenir, ce que tu veux créer. Maintenant, évidemment, cette image, peut-être que tu la construiras, cette personne, tu la construiras avec des choses que tu empruntes à gauche, à droite, mais tu t'identifies pas à quelqu'un. Donc, quand je vois quelqu'un, quand on dit les gaullistes, enfin, ça m'amuse, quoi. Je trouve ça, quand on dit telle personne est sarkozyste, telle personne est gaulliste, telle personne est lumumbiste, enfin. C'est vrai, moi, ça m'amuse. On utilise moi, des mots... jamais tu m'entendras dire que je suis oufouettiste, et enfin, tout ça, pour moi, ça mais l'es-tu? Non, je rigole. Non, moi, je suis Stanis. Voilà. En tout cas, après avoir discuté avec toi, déjà, j'avais discuté avec toi, je pense, 10 minutes à l'événement de Philippe Simo. Et c'est vrai que ce que j'ai fondamentalement apprécié dans ce livre, c'est qu'il est vrai. Et que quand tu dis que c'est toi, c'est toi. Absolument. Donc, les gars, allez acheter le livre. L'homme aux chaussettes rouges, achetez-le. Si un jour vous le croisez dans la rue, je suis presque certaine à 99% qu'il prendra 10 minutes au moins pour en parler avec vous. Absolument. Donc voilà, merci pour l'interview. Est-ce que tu as encore quelques minutes pour le jeu? Bien sûr. Donc c'est le jeu en face de toi. Ouais. On a 2 jeux en fait de questions. Les questions rouges, qui sont des questions assez spicy, c'est des questions sur le couple, et les questions bleues qui sont plus ou moins soft. Okay. Donc je t'en prie, tu commences. Je t'accompagne, je vais prendre aussi une carte. D'accord, je prends une carte. Hein. Oui, et tu réponds à la question. On va commencer au moins spicy. Pour quelqu'un qui est fonceur. Est-ce que tu as déjà fugué ou volé? Non. Même voler un bonbon chez le boutiquier? Non. Je suis trop fier pour moi. Trop fier pour me faire attraper en train de voler, quoi. Trop fier. Non. Ok. Fuguer, bon, non. Pourquoi? J'avais pas de raison de fuguer, non? Non, je sais. Moi, j'ai déjà volé un petit bonbon. Je suis une gourmande. Pose-moi la question de ton choix. C'est ce que ça dit? Oui. Alors, ok. Curieux de savoir, t'es déjà parti à Guibérois, dans le village de ta mère? Bien sûr. Je suis allée 2 fois, quand j'étais petite. Et il faut que je prenne le temps d'y aller maintenant que je suis plus grande. Ok. Il faut que tu y ailles, et puis tu me diras. Moi, c'est le village de ma mère, j'y vais souvent. D'ailleurs, j'y vais dans une dizaine de jours, d'ailleurs. D'accord. Avec mon petit frère qui vient avec sa famille de Nantes.
On va faire un tour, un petit pèlerinage. À Guibès. Guibès, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ma mère a dit Guibès. Guibès, absolument. Est-ce que tu veux tirer encore une carte? Ok, d'accord. Je t'en prie. Bon, je reste toujours dans le l'espace. Ça marche. Ma femme entend écouter, donc. Pourquoi l'engagement fait-il peur? Quel engagement? L'engagement de couple? Je pense. Moi, ça m'a jamais fait peur. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'il pourrait faire peur à certaines Non, personnes? je pense que parce qu'en fait, les gens ont envie d'être engagés et célibataires en même temps. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux être engagé sans complètement perdre la liberté. Alors qu'on peut être dans un couple et avoir... Enfin, ça dépend de quelle liberté, en réalité. Parce que moi, quand je parle de liberté, c'est la possibilité quand même de dire j'ai envie de faire quelque chose seul. Moi, je suis un solitaire. Et ma femme comprend ça. Ma femme aussi est une solitaire. Ma femme peut me dire, écoute, moi, j'ai envie d'aller aux Maldives une semaine. Quand elle me dit, j'ai envie d'aller aux Maldives une semaine, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'être avec toi. Mais c'est juste que j'ai envie d'être avec moi-même pendant cette semaine aux Maldives. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Donc, je pense que les gens ont peur d'engagement parce qu'ils ne veulent pas perdre complètement cette liberté-là. Alors que tout ça, ça se discute avec son conjoint. Hein. Je veux dire, il y a des libertés fondamentales que les gens ont envie d'avoir. Les gens se disent, je ne veux pas être en couple, et après, ils me disent, je ne peux pas voir mes amis, ou je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Vous en parlez avant de vous mettre en couple. Mais l'engagement ne devrait pas faire peur, parce que moi, fondamentalement, après 22 ans de couple et dont 21 et demi de mariage, je crois que c'est la meilleure chose de vivre à deux que de vivre seul. Plus on prend de l'âge, plus on s'en rend compte d'ailleurs. Et je crois que ça multiplie nos chances par deux, ça multiplie les opportunités par deux, ça multiplie les yeux par deux, parce que vous avez 4 yeux pour regarder les choses, vous avez 2 intelligences pour regarder les choses, vous avez 4 bras pour faire les choses, vous avez 4 pieds pour courir, vous avez quelque chose qui est toujours en doublon et qui vous permet d'aller plus loin que ceux qui en ont 2. Vous en avez 4, forcément, vous allez plus loin. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc, j'encourage les gens à s'engager. Il ne faut pas avoir peur de s'engager. Il faut juste communiquer. Ce n'est pas toujours facile de communiquer, mais il y a différentes façons de communiquer. On peut communiquer verbalement, on peut communiquer émotionnellement, on peut communiquer avec un langage non-verbal. C'est pourquoi il faut connaître les gens qu'on épouse ou avec qui on se met. C'est extrêmement important. Connaître quelqu'un, c'est pas passer 10 ans avec la personne avant, non. C'est observer les gens avec qui on s'engage. Observer. Et c'est cette observation qui vous permet de savoir que votre femme ou votre compagne n'aime pas ci, ou votre mari n'aime pas ça. Ouais. Absolument. Et puis, il n'y a pas besoin de vous dire. Vous observez le comportement, vous savez. Et ce sont des choses que vous évitez. Voilà. Tant mieux que mal, quoi. Merci. Tu prêches une convaincue sur ce point-là. Bon, dernière question pour moi. Dernière question. Pourquoi les hommes n'aiment pas les préservatifs? Bon, écoute, je me suis prise à mon propre jeu. Allez, on écoute alors. Alors, réponse, on est dans le podcast de Real Talk, Real Shit. Je ne serais pas aussi direct de dire que pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Je pense que pour rejoindre on va parler de ceux qui n'aiment pas alors. Parce que tu dis, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Bon, ceux qui n'aiment pas, pourquoi ils n'aiment pas? Mais je pense que peut-être c'est parce que il peut y avoir plusieurs choses. C'est soit vous n'êtes pas dans une relation engagée, et ça, il n'y a pas de problème. Soit il a peut-être lui-même des problèmes et il ne veut pas te mettre dans les problèmes. And you should be grateful for that. Ou 3, c'est juste une question d'habitude. Okay. C'est comme ça qu'il fonctionne, point barre. Okay. Donc, merci de m'avoir redirigé. Comme ça, j'ai répondu à la question. Et là, on peut terminer l'interview. Avant de terminer l'interview, je voudrais t'offrir un cadeau. Moi, c'est une tradition que j'ai. Okay. Toutes les personnes qui viennent, je leur offre des cadeaux. Donc, voici ton cadeau, Stan. Je te laisse donc l'ouvrir et je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ça pour toi. D'accord. Alors, c'est du vin rouge et c'est un vin
italien, I presume, integro. Yes. Mais j'ai cru que tu connaissais. Non, je connais Ah, pas. d'accord. Je connais pas. Tu sais que je suis pas très alcool, mais je bois du vin. Je bois rarement, mais je bois du vin. Je ne suis plus alcool depuis que j'ai quitté la fac. J'étais un grand alcoolo à la fac, comme tous les étudiants d'ailleurs, et surtout aux États-Unis. Et après, j'ai réduit. Aujourd'hui, je suis à un point où, très sincèrement, je bois de façon sociale, mais de façon très, très, très limitée. Voilà. Ouais. Je pense que, bon, évidemment, quand on avance en âge, il faut faire un peu attention à tout ça. Je suis d'accord. Mais j'adore. Par contre, le vin, maintenant, je suis plus vin rouge que vin blanc. Avant, j'étais plus vin blanc que vin rouge. Mon épouse est plus vin blanc que vin rouge. Mais moi, je suis plus vin rouge que vin blanc. Bah écoute, je t'ai choisi cette bouteille parce que tu es allé plusieurs fois en Italie. C'est un vin. Moi aussi, j'ai été en Italie. J'ai fait Rome, Milan. Le Primitivo, c'est un vin que moi-même je bois, qu'on peut accompagner avec un plat. Normalement, si je ne me trompe pas, tu peux l'accompagner avec de la viande. Et je sais que tu es un peu un épicurien. Et je me suis dit que c'est un vin que tu pourrais partager lors d'un dîner avec ton épouse. Absolument. Ou lors d'un dîner avec des amis ou lors d'un dîner avec des couples d'entrepreneurs que tu reçois par exemple chez toi. Et donc je me suis dit, there you go. C'est très gentil. This is fantastic. I'm actually going to, je vais boire ça avec mon épouse. Hein, à la santé de toi et ton époux. Hein. Merci beaucoup. Et on se mettra pendant ces fêtes-là, sur notre terrasse, vue sur la mer, et on dégustera ça. Parfait. Voilà. Merci d'être venu, merci d'avoir pris le temps de venir. Tu es bien ce que tu es dans ce livre. Et merci pour tout, merci pour ta confiance. En tout cas, merci pour ta considération, parce que tu sais, je dis tout. Quelqu'un m'a posé la question un journaliste qui me dit mais vous êtes partout, vous acceptez toutes les interviews, on vous voit partout, mais c'est bizarre parce que contradictoirement on a l'impression que vous n'avez pas le temps, mais en même temps vous êtes partout. Et comment est-ce que vous êtes en quête de plus de visibilité parce que vous en avez suffisamment? Je pense pas. Je dis non, c'est pas une question de visibilité, c'est même au-delà de la générosité. Je parle du principe où quand quelqu'un te considère, la moindre courtoisie, c'est de rendre cette considération. Et personne ne viendra te dire qu'ils ont envie de faire un podcast avec toi ou de faire une interview avec toi s'ils n'ont aucune considération pour toi. Donc pour moi, c'est une considération que je prends avec beaucoup d'humilité. Et je ne crois pas que je sois plus important que les autres, mais je pense que si on me donne la considération, c'est que je fais des choses bien. Et j'ai toujours à cœur d'être courtois et de rendre toujours cette considération. Donc vraiment, merci pour la considération. C'était un réel plaisir. C'est vrai que ça passe vite. Absolument. Parce que quand on a commencé, tu as dit, oui. Et là, ça passe super vite. Et vraiment, merci infiniment pour ta gentillesse. Et, avec grand merci plaisir, pour ta considération. Et écoute, je pense qu'on aura l'occasion à nouveau de peut-être se voir dans des conférences ou peut-être refaire une autre émission, ou peut-être que c'est nous qui allons t'inviter à Abidjan aux conférences que nous faisons chaque année. Absolument. J'aimerais beaucoup interviewer ta femme. Je dis ça comme ça. Je lance l'invitation. Écoute, la prochaine fois que nous sommes à Paris, on te passera un coup de fil. Avec grand plaisir. Okay. Merci. En tout cas, merci infiniment. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. C'est la fin. Merci d'avoir regardé. Peace out. À bientôt.